Merci, vous êtes nombreuses, c'est sympa et on est très fiers d'être là avec vous aujourd'hui. Alors avant de démarrer, ce qui nous aiderait, c'est que vous nous disiez, on respecte votre désir de confidentialité, mais celles et ceux qui le souhaitent, si parmi vous, par exemple, on a besoin de savoir un peu la typologie de personnes qui est dans la salle pour adapter notre discours à vous et à vos attentes. Donc, par exemple, j'aimerais bien savoir ceux qui lèvent la main maintenant, sont patients ou ont été patients. Ok, c'est une majorité. Est-ce qu'il y a dans la salle des gens qui sont aidants ou qui ont été aidants? Oui, il y en a. Et parfois c'est les mêmes. Ça, c'est un sujet qui revient souvent. Est-ce qu'il y a dans la salle des gens qui ne connaissent rien au cancer et qui sont venus par curiosité? Ça m'étonnerait, mais je pose quand même la question. Oui, très bien. Parfait. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on est bien. On s'attendait à peu près à cette répartition. On va se présenter. Donc, moi, je suis Perrine de Longevial. Je suis directrice de la marque et de la philanthropie à Gustave Roussy. Je vais vous dire juste après ce qu'est Gustave Roussy. Et je laisse Florian se présenter. Moi, je m'appelle Florian Scottet, je suis oncologue médical à Gustave Roussy, c'est marqué sur la diapo, et je suis là-bas responsable du département des parcours patients. Donc l'idée de cette formation, c'est qu'on puisse avoir quelque chose de très interactif. L'idée n'est pas de donner des clés pour le retour au travail, l'idée c'est de pouvoir délier la parole au sein de l'entreprise afin de pouvoir accueillir les personnes avec une maladie ou les proches de personnes avec une maladie pour que le retour au travail puisse se maintenir ou puisse se faire dans les meilleures conditions possibles. Alors cette formation, on l'a effectivement voulu parce qu'on s'est rendu compte à Gustave Roussy, suite au j'appelle ça le coming out d'Arthur Sadoun, qui est le patron de Publicis. Arthur Sadoun a été diagnostiqué d'un cancer ORL et il a choisi de dire à ses collaborateurs, dès son diagnostic, qu'il était malade. Ça a été un tsunami dans le monde de l'entreprise, parce qu'un patron qui dit qu'il est malade, ça n'existait pas. Aujourd'hui, la parole commence à se libérer, mais au-delà de sa prise de parole, il a été assez touché par le nombre de messages qu'il a reçus des personnes qui travaillent chez Publicis, et beaucoup des personnes qui se sont exprimées, évidemment, l'ont encouragé, lui ont dit qu'elles étaient avec lui, qu'elles pensaient à lui. Ça, on s'y attend. Mais beaucoup ont dit, vous savez, je trouve ça dingue que vous le disiez, c'est remarquable. Moi, j'ai eu un cancer. Je travaille pour vous depuis 10 ans, j'ai jamais osé le dire. Et en fait, il s'est rendu compte que plus de la moitié des collaborateurs qui étaient touchés par un cancer ne disaient pas à leur manager qu'ils étaient malades. Bon. C'est ça, exactement. C'est la maladie sociale du cancer. Je répète vos propos que tout le monde n'a pas entendus. Mais en réalité, il y a plein de raisons. On va y revenir dans le cours de cette formation. Il y a plein de raisons pour lesquelles les gens ne le disent pas. L'une d'elles, c'est effectivement la peur d'être mis dans un placard, la peur d'être stigmatisé, d'être résumé à sa condition de patient, la peur du regard des autres, voilà, la peur d'être mis dans un placard et de ne plus pouvoir avancer. Et en réalité, ce qu'on va vous démontrer à l'issue de cette formation, c'est qu'avoir un cancer et le battre, c'est une compétence. Et ça a une valeur dans le monde du travail. Donc voilà, on n'a pas de quoi être fier d'être malade, mais on peut en faire une opportunité. Alors Perrine, tu nous disais que tu voulais parler de Gustave Roussy. C'est quoi Gustave Roussy ? Alors, Gustave Roussy, vous savez, c'est ce bâtiment qu'on voit sur la colline quand on va à Orly, cette périphrase qu'on est obligé de dire. Alors, en tant que directrice de la marque, elle me pèse, cette phrase, mais en même temps, c'est encore ce que certains disent de nous, mais c'est surtout le premier centre français, premier européen, le 4e mondial dans la lutte contre le cancer. Donc, on est fiers parce qu'en France, on est bon en oncologie, on progresse énormément. On le doit beaucoup à la générosité, ça c'est ma deuxième casquette. J'ai oublié de vous dire qu'en fait, la raison pour laquelle je fais cette formation avec Florian, c'est que oui, j'aime bien parler de Gustave Roussy, c'est mon boulot. Je lève des fonds, donc plus on connaît Gustave Roussy, plus on avance dans la recherche grâce à la générosité. Et 3, parce que j'ai eu un cancer, donc je connais cette maladie, comme beaucoup d'entre vous, hélas. Et la 4e, c'est que je suis un manager et que j'ai dans mes équipes 4 personnes qui ont été touchées ou qui sont encore en train de se battre, parce que même à Gustave Roussy, on peut avoir un cancer. Et donc, c'est problématique, c'est mon quotidien. Et dans les 4 personnes qui sont dans mon équipe et qui sont confrontées à la maladie au quotidien, dans leur boulot, puisqu'on ne parle que de ça à Gustave Roussy, et il y en a la moitié qui n'a pas souhaité dire
à l'équipe qu'elles étaient malades. Et ça interroge quand même. On se dit, si même à Gustave Roussy, on a des collaborateurs avec un management que, alors en toute humilité, je considère comme bienveillant, on a cette problématique, ça pose beaucoup de questions et il faut qu'on s'en saisisse. Et cette formation, on a souhaité la faire parce qu'en réalité, on s'est aperçu que quand on l'a proposée aux entreprises, en général elle dure 3 heures, là, on vous fait une version accélérée, mais quand on la propose en entreprise, on la propose au CODIR, au COMEX, pour que dès le haut de l'entreprise, le message soit passé ensuite et qu'il irrigue, qu'il diffuse dans l'entreprise que le cancer est un sujet dont on se saisit au plus haut niveau de l'entreprise. Et quand on le dit et qu'on communique en interne sur le fait que l'entreprise s'intéresse à cette question du cancer dans le monde de l'entreprise, forcément, ça autorise l'annonce, ça autorise la parole, ça autorise le fait que le cancer, c'est pas tabou, c'est pas une maladie honteuse, on n'est pas coupable d'avoir un cancer, et mieux on est entouré, plus on est accompagné, mieux ça se passe. Donc Gustave Roussy, 50 000 patients, c'est un gros centre, on fait de la prévention, vous avez sûrement entendu parler d'interception, on a un stand ici sur la prévention personnalisée du cancer, et voilà. Et Florian, on est engagé et donc nous sommes engagés pour lutter contre la maladie, mais également pour lutter contre la maladie, de l'apparition de la maladie. Donc Perrine vient de parler du programme Interception, donc qui s'adresse à des personnes qui sont à risque élevé de développer cette maladie. On a un programme du même coup pour pouvoir essayer de mener des campagnes de dépistage et de prévention surtout, et avoir un travail sur l'éducation thérapeutique et essayer de retrouver des personnes qui sont à haut risque de développer cette maladie et de les accompagner dans cette éducation. C'est toute notre volonté de pouvoir guérir le cancer dans le siècle qui vient, et de pouvoir du même coup essayer de dépister le plus tôt possible cette maladie. Ça, c'est l'avant-maladie. Pendant la maladie, eh bien, on est évidemment l'un des premiers établissements dans le monde. Vous avez vu tout à l'heure sur la diapo 4e dans le classement Newsweek dans le monde. Et pendant cette maladie, on a besoin de pouvoir accompagner nos patients, accompagner leurs proches, dans la rencontre avec les traitements, dans la rencontre avec la maladie, dans la rencontre dans la vie, dans la société, avec la nécessité de pouvoir garder sa place dans cette société et de pouvoir vivre avec cette maladie et ses traitements. Et c'est pour ça que la formation qu'on a avec vous aujourd'hui, comme l'a dit Perrine, qui vient en entreprise, donc le petit message, c'est n'hésitez pas à faire la promotion de cette formation afin de pouvoir la prendre chez vous dans votre entreprise, en parler aux DG ou aux DRH qui sont chez vous, afin qu'on puisse aller vers vos sociétés pour pouvoir dispenser cette formation, si possible en présentiel, afin que la parole se libère, afin que cette maladie ne soit plus un tabou et qu'elle soit accueillie. Et puis évidemment, à Gustave Roussy, on travaille sur également le post-thérapeutique. Donc c'est toute la question du retour au travail. Donc pendant, c'est le maintien au travail, et il y a le retour au travail avec cette notion de survivorship. Et on a tout un programme de développement qui s'appelle Intervalle, qui a pour objectif de pouvoir, là aussi, éduquer, former les patients et leurs proches à ce qui va se passer après les traitements pour pouvoir reprendre une vie sociale. Alors, en fait, cette formation est assez hybride. Nous, on parle, et si on parle trop, vous dites stop, on s'arrêtera. Si vous avez des questions, pareil, vous levez la main, on vous passera le micro. Mais elle est entrecoupée de petites vidéos, à la fois des scénettes de comédiens qui jouent qui expriment des messages et qui sont toujours inspirés d'histoires vraies. C'est-à-dire ce que vous allez voir, on n'a pas forcé le trait, c'est des situations qui se sont passées et sur lesquelles on va débattre ensuite. Et puis vous aurez 2 vidéos sur les traitements du cancer et c'est quoi le cancer. Même si beaucoup d'entre vous connaissent cette maladie, c'est important aussi de lever quelques idées reçues et de vous donner une idée, un aperçu assez actuel en 2025. C'est quoi le cancer, comment on le définit et comment est-ce qu'on porte l'espoir, parce qu'il y a de l'espoir. Et éventuellement, si on a le temps, à la fin, on fera un petit théâtre forum, à savoir qu'on vous proposera de venir jouer un rôle. C'est le grand jour. Retour au travail. Revoir la maladie, les traitements. Retour à la vie. Comment je vais faire ? Je suis épuisée. J'ai peur de mal faire. J'ai peur de plus être à ma place. Rémission. Un bien grand mot. Et derrière, retour au travail. Ouais. Facile. Et pour combien de temps ?
Puis ça sert à quoi? De toute façon, on m'attend pas. Comment je vais leur dire? Comment je vais lui dire? Je préférerais tout cacher. Mais bon, ils sont pas idiots. Puis ça va se voir. Allez, on y va. Oh les cœurs. Comme dirait mon grand-père, les taxis de la Marne, la fleur au fusil, retour au boulot. Oh les cœurs. Mon boss me l'a bien dit. Il m'a dit, prenez votre temps, on est là. Votre équipe, c'est comme votre famille. Et vous avez bien vu qu'ils étaient là pendant votre traitement. Ouais, c'est vrai, j'ai vu qu'ils étaient là. Enfin, des fois, c'était... Ils m'ont tous donné des petits signes. Pas grand-chose, c'est genre un petit SMS. Mais c'est vrai que ça fait du bien. Et puis, là, j'espère que ça va aller. Ok, ça remue un petit peu. Parmi vous, il y a beaucoup de patientes et de patients, donc je pense que c'est largement du vécu. Il faut savoir que certaines entreprises ont réagi en voyant ces vidéos en disant « c'est brutal ». On leur a expliqué que bah oui, c'est brutal, mais c'est la vraie vie, donc c'est important justement de pouvoir apporter ces verbatims, ces témoignages, parce que ça se passe comme ça dans la vraie vie. D'où l'importance de pouvoir encore une fois en parler, puisque vous voyez que ces situations qui sont écrites par nous, mais qui sont globalement, je pense, du vécu par tout le monde, nécessite qu'on puisse avoir cette parole un peu libérée. Puis est-ce que, enfin, moi je sais, il y a un truc qui me marque dans cette vidéo, je ne sais pas si c'est votre cas, mais vous avez vu la différence de posture entre les premiers témoignages et la dernière? La dernière, elle sourit. Pourquoi elle sourit, à votre avis? Non, elle n'a pas encore. Aucun de ceux-là n'a repris. Parce qu'elle a eu des messages. Parce que elle, c'est probablement moins dur que les autres parce que les équipes, ses collaborateurs, lui ont communiqué avec elle pendant sa maladie. Donc ça veut dire probablement qu'elle l'a dit. Elle a dit qu'elle était malade et donc elle a eu des messages. Elle a certainement eu des messages maladroits, parce qu'il y en aura toujours, mais elle a eu des messages et elle a été probablement tenue informée de ce qui se passait sur ses dossiers, dans l'entreprise. Et donc, ça facilite énormément le travail. Donc ça, notre objectif, on ne va pas vous mentir, c'est de sensibiliser les entreprises à l'importance vraiment d'autoriser l'annonce. Parce que quand les collaborateurs disent qu'ils ont un cancer, la suite est beaucoup plus simple. Tout est plus simple derrière. Et c'est courageux, c'est difficile, mais plus on dit, dites-le, on vous accueillera, on vous accompagnera, on sera là pour vous, on vous tiendra au courant, on vous demandera si on a du mal sur un dossier, et si vous n'avez pas envie, vous nous direz, là j'ai pas envie, je suis fatiguée, vous aurez le droit. Mais ça, c'est vraiment important. Et je trouve que dans le dernier témoignage, on ressent ça. On ressent une personne, oui, c'est dur de revenir à la normalité, d'oublier qu'on a été patient parce qu'on n'oublie jamais. Mais quand on a été tenu au courant et qu'on a été encouragé, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Alors pour aller dans l'entreprise, il faut comprendre le cancer. Et l'objectif, du coup, là vous allez voir une vidéo où on explique ce qu'est la maladie cancéreuse. Après on expliquera les traitements. Donc entendez-le bien, vous connaissez pour la plupart ce qu'est le traitement d'une maladie cancéreuse, ce qu'est le cancer. Mais entendez-le bien, c'est une formation à destination des entreprises. Donc n'hésitez pas encore une fois à faire le relais. Merci. Je voudrais juste faire une petite remarque dans les vidéos qu'on a vues. Il y a une chose qu'on n'a pas vue, c'est quelqu'un qui continue à travailler pendant ses traitements. Vous avez raison, c'est volontaire, voilà. Parce qu'on va en parler après, mais vous avez parfaitement raison. Parce que c'est quand même extrêmement important, parce que les attitudes sont parfois modifiées aussi. Absolument. Voilà, merci. Il y a une question, Florian, aussi. Là, madame. Pardon. Complément de ce que dit madame, quelque chose aussi qu'on va voir malheureusement de plus en plus, c'est les patients vivants avec des cancers métastatiques. Donc ce serait bien du coup de compléter. Et puis vous parlez d'entreprise, donc secteur privé. Quid... Pas que. Ben en fait, quand on parle d'entreprise, ouais. En fait, ça renvoie au secteur privé. Enfin, mais là, pour nous, c'est dans le monde de l'entreprise, dans le monde du travail. On ne se résume pas au secteur privé, heureusement.
D'accord, Ouais. mais la manière dont c'est présenté, ça peut laisser à penser que du coup 5 millions de fonctionnaires peuvent être oubliés, et je vous assure que dans la fonction publique, ils auraient grand besoin de voir et Mais d'entendre on tout est ça. complètement d'accord. Et on le fait savoir aux ministres qui viennent nous voir à Gustave Roussy, sachez-le. On en parle de cette Eh formation. ben, un grand merci à vous. Mais non, mais vous nous remercierez quand on sera accueillis dans ces institutions. Bon courage. Ouais. Encore une fois, les vignettes que vous venez de voir, c'est de l'introduction. Donc, effectivement, on parle du maintien au travail, mais c'est de l'introduction à tout le sujet qui suit, pour essayer de poser la situation et que l'ensemble de l'auditoire vienne à l'écoute, parce que ça doit résonner sur quelque chose qui remue la sensibilité. Et je pense, moi, je suis de l'autre côté, parce qu'en fait, je suis dans l'entreprise. Et moi, je viens, justement, je travaille chez Danone, et donc, du coup, je viens du côté entreprise. Et c'est vrai que quand on est aussi confronté à des collaborateurs qui nous disent avoir un cancer, et donc devoir partir pendant 3 mois, 6 mois, 9 mois, en tant que manager, on ne sait pas souvent la bonne attitude à adopter. C'est-à-dire que moi, en tant que manager, je me dis souvent, j'ai pas le droit de le déranger. Donc, lui envoyer un petit SMS ou lui envoyer un mot pour lui dire, je réagis sur votre exemple de l'updater sur les dossiers et lui demander son aide sur un dossier. Non, en fait, il faut toujours lui demander avant, est-ce que tu veux qu'on te dérange? Est-ce que tu veux qu'on te tienne au courant? Et c'est vrai que c'est aussi, ça peut aussi être par pudeur de se dire, on prend des nouvelles, mais quand on n'est pas confronté à ça, on ne sait pas vraiment quelle attitude. Et donc, c'est pour ça aussi que je suis là, là pour se dire effectivement comment l'entreprise doit s'adapter à ça, parce que c'est un vrai phénomène important auquel nous, on veut s'adapter. Il faut aussi qu'on apprenne. Donc, je suis ravie d'apprendre qu'il y a une formation. Je la proposerai là. Mais voilà, c'est aussi ça. C'est comment, par pudeur, comment on le fait et comment on arrive à bien le faire sans être maladroit et sans rentrer dans la vie du patient. Alors, je vais vous répondre, c'est comme les traitements du cancer. C'est du sur-mesure. C'est du personnalisé. Ça dépend de chaque patient. Ça dépend de chaque collaborateur. Chacun va guider son rythme. Et il y a des collaborateurs, et ça je rejoins ce qu'a dit madame, il y a des collaborateurs qui n'arrêteront jamais de travailler. Il y a des traitements qui le permettent, vous le verrez dans une vidéo un peu plus tard. Mais chacun va vivre son cancer comme il le peut, en fonction de son cancer, des traitements qu'on lui propose, comme il le vit, en fonction de sa réaction au traitement, et en fonction de la manière dont il est accompagné par son manager. Si son manager lui dit « Moi, tu me guides le tempo, tu me dis comment tu veux qu'on avance, je m'adapterai à tes envies, tes besoins. Si tu souhaites être maintenu dans la vie, qu'on te donne des nouvelles, on le fera. C'est à toi, en fait, c'est à vous de vous adapter. Et c'est comme les enfants qu'on élève, je crois qu'on a compris avec le premier, l'éducation, on applique pour le deuxième, ça marche pas. En fait, c'est exactement pareil. Donc, en fait, c'est du sur-mesure. C'est vraiment ça. Alors, non, il faut avancer. Annoncer un cancer à un patient, c'est créer une abysse. Le patient est au bord de cette abysse. Il a le vertige et l'abysse le sépare de son travail, de son avenir, de ses proches, parfois même dans son couple. Le cancer, il est lié à la mort, à la douleur et à la souffrance. C'est ces termes qui sont appelés quand on parle de cancer, et c'est injuste puisque le cancer s'est transformé parce que le traitement a transformé le pronostic du cancer. Qu'est-ce que c'est un cancer ? Le cancer, c'est une cellule normale qui devient tumorale. Ce n'est pas quelque chose de contagieux, on ne peut pas attraper un cancer. Par contre, il y a des facteurs de risque du cancer qui sont contagieux. Par exemple, HPV est une maladie sexuellement transmissible qui peut favoriser l'émergence des cancers. Alors pourquoi ces facteurs de risque favorisent le cancer ? Les facteurs de risque, c'est infectieux, on vient de le dire, mais aussi le tabac, c'est le plus fréquent, les UV pour la peau, etc. Le facteur de risque, c'est un agent qui va abîmer l'ADN de nos cellules. Le cancer, c'est une maladie de l'ADN. L'ADN, il est regroupé sous forme de chromosomes dans la cellule, et toutes les cellules ont tous nos gènes. On en a à peu près 30 000. Certains gènes servent à, par exemple, donner la couleur de vos yeux. Ceux-là,
s'ils sont anormaux, mutés, exprimés, ça ne va pas changer grand-chose dans une cellule normale. Par contre, on a des gènes qui sont là pour faire proliférer les cellules. Par exemple, vous vous coupez. La cellule, sur la berge, va se mettre à proliférer. Et on a des gènes qui sont là pour faire proliférer, mais qui sont très intimement contrôlés. Les gènes peuvent être allumés. Par exemple, le message va être à la cellule « divise-toi » et il peut être éteint. Et la cellule va alors se mettre en quiescence. Dans le cancer, ces gènes vont être constitutivement activés. Comment ? Par des mutations ou d'autres types d'altérations sur les gènes. On a un peu plus d'une centaine de gènes qui ont ces caractéristiques, on va dire, néfastes, c'est-à-dire que si on les allume par des mutations, la cellule va proliférer. Alors il n'y a pas que la prolifération, il y a d'autres caractéristiques pour le cancer. Par exemple, une cellule normale, elle a un système d'harakiri. Ce système, ça s'appelle l'apoptose. La cellule est trop stressée. Par exemple, elle a pris trop d'UV, il y a trop de lésions sur l'ADN par les UV, eh bien, il y a un système qui dit on arrête tout et harakiri, la cellule meurt. Ça s'appelle l'apoptose. Eh bien, dans le cancer trouve les moyens de désactiver l'apoptose. La cellule n'est plus capable de se faire mourir si elle a trop d'anomalies. Donc le cancer, c'est une somme d'anomalies de la cellule et puis il y a le cancer et il y a l'hôte. L'hôte, c'est le corps. Et le corps, il a un système immunitaire qui est censé faire une veille permanente contre ce qu'on appelle le non-soi, par exemple les agents infectieux, mais aussi contre les cellules tumorales. Parce que les cellules tumorales, on l'a dit, c'est des cellules normales, mais tellement transformées que le système immunitaire est capable de les reconnaître la plupart du temps et de les éliminer. Et puis de temps en temps, la cellule tumorale trouve le moyen d'être invisible. Elle exprime des marqueurs sur sa surface qui disent « copain ». Et le lymphocyte, les globules blancs vont passer à côté en disant « ok, copain, c'est comme une cellule de cœur, de muscle, je n'y touche pas ». Et le cancer peut proliférer. Donc le cancer prolifère parce que les cellules ont la capacité de se diviser et parce que le corps laisse se diviser le cancer. Au départ, n'importe quel organe peut être touché. Alors certains organes, on ne sait pas très bien pourquoi, sont très rarement touchés. Par exemple, il y a peu de cancer du cœur. Et on ne sait pas très bien pourquoi, même si ça existe quand même, mais c'est extrêmement peu fréquent. Et puis d'autres organes, c'est très fréquent. Par exemple, le cancer du sein, le cancer du poumon, le cancer du côlon, le cancer de la prostate sont les plus fréquents. Une première cellule va devenir cancéreuse dans un organe. Parfois, elle va rester quiescente et elle ne deviendra jamais une tumeur. Parfois, elle va être mangée par un globule blanc. Et puis parfois, il va y avoir un signal qui va la faire proliférer. Par exemple, dans certains cancers du sein, ça peut être les hormones qui donnent un signal de prolifération. Et de cette cellule va naître une lésion, une tumeur, un cancer que on va pouvoir toucher. Alors au début, le cancer est uniquement dans l'organe et on parle souvent de stade 1. Et puis, il peut atteindre les ganglions qui drainent naturellement l'organe. Les ganglions, ils servent pour les infections, mais ils peuvent être aussi infectés par les cellules tumorales. Et on va parler alors souvent de stade 2 et de stade 3. Et puis parfois, les cellules tumorales vont partir par les vaisseaux sanguins et disséminer dans tous les organes. Et certains cancers vont aller spécifiquement sur un organe, par exemple dans le cancer de la prostate, sans qu'on comprenne pourquoi. Le premier site métastatique est quasiment toujours l'os. Pourquoi ? Parce que probablement sur la cellule tumorale du cancer de la prostate, il y a des marqueurs qui font qu'elle va adhérer au milieu osseux. Toujours est-il que s'il y a des métastases, on appelle le cancer un stade 4. Alors c'est des mots qui font très peur. Métastase, stade 4, parce qu'on se dit c'est foutu, c'est disséminé, c'est généralisé. Attention à ces mots qui portent des messages qui sont complètement l'inverse de ce que nous, on peut dire aux patients. Par exemple, oui, souvent, des cancers au stade 4 ne sont pas curables, et ce n'est pas toujours vrai. Par exemple, dans le cancer du testicule, avec la chimiothérapie, on peut guérir des patients métastatiques, mais c'est vrai que le plus souvent, chez l'adulte, les stades métastatiques ne sont pas curables. Eh bien, on a des traitements qui permettent de les contrôler très longtemps et d'en faire des maladies chroniques. Pour les stades localisés, on utilise un traitement local le plus souvent, la chirurgie ou la radiothérapie, et la chimiothérapie, l'immunothérapie, les traitements ciblés, ces traitements qui diffusent par voie générale, peuvent venir compléter ces traitements locaux, soit en les donnant avant pour faire diminuer
faciliter le travail du chirurgien, soit en les donnant après pour détruire d'éventuelles petites métastases qu'on n'aurait pas détectées sur nos examens. La semaine dernière, j'ai vu une jeune femme de 45 ans chez qui on a diagnostiqué un cancer du poumon métastatique. Elle n'a jamais fumé, c'est pas de chance, c'est un cancer un peu particulier et je ne pourrais a priori pas la guérir. Mais j'ai des traitements qui vont lui permettre de vivre des mois, mais sûrement des années, totalement normalement. Elle n'arrivait pas à se convaincre qu'elle allait pouvoir vivre normalement. Le mot cancer, c'était forcément ma vie va s'arrêter. Alors évidemment, on peut parler de la mort et on parle facilement de la mort. La mort, on y est tous confrontés, mais ce diagnostic de cancer, c'est un compte à rebours vers la mort. Et puis aujourd'hui, j'ai vu une patiente que j'ai diagnostiquée il y a 10 ans, exactement dans la même situation. Et il y a 10 ans, elle avait le même discours. Et elle a le même type de cancer du non-fumeur. Et ça fait 10 ans qu'elle a un traitement parfaitement contrôlé. Et elle me dit aujourd'hui, mais le cancer, j'en parle même plus, ça fait partie de ma vie. Le pronostic, quel est mon pronostic, docteur? Donnez-moi le chiffre. J'ai combien de risques de récidiver? Je suis métastatique, vous n'allez pas pouvoir me guérir. Je vais vivre combien de temps? Ces statistiques, elles sont faites pour des populations. Et nous, oncologues, on parle à un patient. Si sur 100 patients, 10 vont mourir, le patient va soit mourir, soit rester vivant. Et traduire ces statistiques pour le patient est quelque chose d'extrêmement difficile. Et c'est difficile aussi de lui faire comprendre, mais pas que lui, ses proches. Parce que si votre mère a un cancer du sein, vous allez lui demander son stade et vous allez aller sur Internet pour voir le pronostic sur des vieux travaux, avant nos traitements d'aujourd'hui, avant par exemple l'immunothérapie, sur des vieux pronostics à l'époque où il y avait simplement 1 ou 2 médicaments de chimiothérapie. Donc c'est très important de parler de pronostics, mais de dire que les chiffres que l'on voit sur des populations, on ne peut pas les traduire à l'échelle individuelle. On a par exemple sur un cancer localisé 20% des patients qui vont récidiver. À l'échelle individuelle, ça ne veut rien dire. Ce que je fais, c'est un traitement pour guérir le patient avec un risque de récidive. Donc le patient sait qu'il est traité pour guérir et pour vivre. Il ne peut donc pas vous donner son pronostic, ou alors il dirait, sur 10 patients traités, 2 vont récidiver, et à l'échelle individuelle, ça ne veut plus rien dire. Quel est ton pronostic pour un patient que l'on ne peut pas guérir? C'est tout aussi difficile. Quand je commence une chimiothérapie, une immunothérapie, une thérapie ciblée, je ne sais pas si le traitement va fonctionner. S'il fonctionne, je ne sais pas combien de temps il va fonctionner. Moi, comme docteur, ce que j'ai, c'est des documents qui me donnent des médianes de survie sans progression, des médianes de contrôle de la maladie. C'est quoi une médiane? 50% des patients vont vivre plus longtemps que cette médiane, 50% moins longtemps. À nouveau, à l'échelle individuelle, aucun bénéfice de connaître ces chiffres. Pour un stade métastatique, on a souvent 1 ligne, 2 lignes, 3 lignes, des essais thérapeutiques. Donc non seulement on n'est pas capable de dire pour chaque ligne si elle va fonctionner et combien de temps elle va fonctionner, mais on n'est pas capable de dire aux patients combien de lignes seront disponibles, parce que pour des cancers qu'on peut contrôler longtemps, on sait que la science avance et que dans 2 ans, on aura des traitements dont on ne connaît même pas la molécule aujourd'hui. Il y a beaucoup de messages dans cette vidéo, je pense que vous avez perçu les choses. La personne qui ne connaissait rien au cancer tout à l'heure, est-ce que vous avez compris un certain nombre de choses? Est-ce que vous avez mieux perçu ce qu'est cette maladie? Quand je dis que j'y connais rien, moi aussi j'ai fait partie de Renault, donc je suis venue ici pour mon entreprise et puis pour mes collaborateurs. J'ai eu des collaborateurs malades, j'ai eu des proches malades aussi, mais après pas suffisamment proches pour que ce soit où j'y connaisse vraiment quelque chose. Je peux pas dire que j'ai pas été touchée directement en fait. Là, avec les vidéos de Benjamin. Alors c'est clair que oui, ça éclaire bien sûr. Ouais. Merci. Ok.
Ok, donc Benjamin Basse, c'est notre directeur de la recherche à Gustave-Roussy. Comme vous avez pu le comprendre, il est oncologue médical et il est spécialisé dans le cancer bronchique, dans le cancer du poumon, d'où la passion dont il parle. Il y a beaucoup de messages. Le message de non-contagiosité. Le cancer, c'est pas contagieux. On peut serrer la main, on peut se prendre dans les bras, on peut se parler l'un face à l'autre. Ça paraît totalement stupide, mais il y a beaucoup de messages qui qui pensent encore que le cancer est contagieux. Le premier contact, non, c'est pas contagieux. On peut y aller. On peut aller au-devant de nos personnes malades. Et puis, vous avez entendu également aborder différents points sur le mécanisme de survenue de la maladie cancéreuse et les traitements qui vont derrière. La chirurgie, l'hormonothérapie, la chimiothérapie, l'immunothérapie, les thérapies ciblées qui ont été citées, dont on parlera un petit peu après. Bon, ce qui est important, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on ne va pas sur Internet. Même si je sais que vous y allez tous. Mais voilà, méfiez-vous de ce qu'on vous dit, méfiez-vous de ce que vous lisez, faites confiance à votre médecin. La confiance avec son médecin, elle est essentielle. C'est lui qui connaît votre dossier, c'est lui qui connaît votre cancer, et chaque cancer est unique. Donc c'est vraiment important de comprendre ça, que les traitements sont aujourd'hui vraiment ultra personnalisés. Et donc voilà. Et les sports est permis. Moi, je trouve que c'est très touchant ce que dit le professeur Bess sur ces patients qui, effectivement, ces femmes qui ont appris qu'elles avaient un cancer du poumon métastatique, forcément, elles ont pensé qu'elles allaient mourir demain. Eh ben non, c'est pas systématique. Il y a toujours de l'espoir et c'est important de l'entendre. En tout cas, on fait tout pour que cet espoir augmente et on n'a jamais autant progressé. C'est important que vous voyez ces chiffres. Il y a effectivement 4 millions de personnes qui vivent avec un cancer en France, métastatique ou non, mais en tout cas 4 millions de personnes vivent avec un cancer, c'est beaucoup. On a 2 fois plus de cas depuis les années 90, ça c'est la mauvaise nouvelle. 79% d'augmentation de l'incidence chez les jeunes adultes, et ça c'est notre cheval de bataille à Gustave-Roussy. On est extrêmement mobilisé sur cette question pour comprendre, même si on a quelques hypothèses sur la malbouffe, la nourriture ultra transformée, donc mangez sainement, je vous en supplie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a vraiment beaucoup progressé. On est passé de 50 à 66% de guérison depuis les années 90, c'est un progrès énorme. Et aujourd'hui, on est convaincu à Gustave-Roussy qu'on peut passer à 80% d'ici 2040. On a les hypothèses, on a les connaissances, on a l'intelligence artificielle, on a des nouvelles technologies qui nous permettent de voir à l'intérieur des cellules, de voir des choses qu'on ne voyait pas avant. On fait des avatars de tumeurs pour tester des médicaments. Enfin, aujourd'hui, on est passé dans une étape qui est extraordinairement dynamique et enthousiasmante sur le plan de la recherche. Donc, on sait qu'on progresse. Alors moi, ma petite casquette philanthropie, c'est qu'une question d'argent, parce que tout ça coûte une blinde, mais on progresse. Et ça vraiment, il faut que vous l'entendiez, c'est hyper important. Alors, Oui. C'était ironique de dire qu'il ne faut pas aller sur Internet ? Mais pardonnez-moi, dire à quelqu'un à notre époque de ne pas aller sur Internet, c'est juste pas possible. Donc la personne va aller sur Internet, va regarder et va arriver avec ses questions. Donc pardonnez-moi, mais ça me choque d'entendre ça, parce qu'en fait c'est comme si, c'est pas possible. On est dans une époque où voilà. Donc la personne va y aller. Regarde et le médecin peut dire je vais répondre si vous avez des questions, ou l'infirmière de coordination. On est d'accord là-dessus. La question n'est pas ne pas aller sur Internet. La question c'est soyez vigilants aux messages qui ne pas croire tout ce que vous voyez. Internet. Évidemment c'est pour ça que dans ma phrase juste après j'ai dit mais évidemment je sais que tout le monde va y aller. On y va tous, c'est normal, c'est humain et moi la première je l'ai fait. Mais bien sûr. Mais en revanche, c'est extrêmement délétère quand on est confronté à un diagnostic d'y aller en tout cas, ou alors y aller 2 secondes avant de voir son médecin, peut-être, pour pouvoir avoir un... Oui, mais non, mais je sais, je suis d'accord avec vous. Moi, je voulais réagir sur Internet. Le 27 janvier 2023, j'ai une échographie. Je devine tout de suite, parce que je suis infirmière de métier, carcinose péritonéale, qu'est-ce que ça veut dire ? Cancer ovarien de 12 cm, j'ai tout de suite compris que voilà. J'ai été sur Internet, j'ai regardé la classification FIGO, j'ai vu le taux de survie, et la première chose que je voyais, le malaise du médecin que je connaissais pour m'annoncer mon diagnostic. Elle m'a demandé ce que j'ai compris.
Je lui ai dit ce que j'ai compris de la maladie, enfin j'étais multimétastasée, et je lui ai dit surtout, docteur, parce que je voyais qu'elle n'arrivait pas à aller de l'avant, et je lui ai simplement dit, écoutez docteur, je ne suis pas une statistique, je suis là pour faire le nécessaire, alors vous me dites ce qu'il faut faire. Et du jour au lendemain, moi qui suis une work alcoolique, je travaillais tout le temps, et je me suis donné 3 jours pour plier bagage. J'ai fait le parti d'annoncer à mes collègues que j'avais un cancer. Je ne leur ai pas dit la localisation parce que c'est mon intimité. J'ai dit, écoutez, c'est simple, j'en ai de partout. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir le détail. Tout ce que je sais, c'est que j'en ai pour longtemps. J'en ai pour longtemps de traitement et j'en suis aujourd'hui à ma 4e ligne de chimiothérapie et je suis suivie à Gustave Roussy depuis le 3. Et le message que vous transmettez, c'est Merci. exactement le message de Benjamin Bess, hein, c'est de dire non, il n'y a pas de statistiques. Il faut entendre les statistiques qui en fait sont importantes pour nous, entre professionnels, de façon à ce qu'on puisse adapter les traitements, adapter à chaque situation. Par contre, quand on est face à notre patient, on est face à notre patient ou notre patiente, de façon personnalisée, de façon individuelle. Et c'est tout l'objectif de cette médecine personnalisée qu'on met aujourd'hui à l'heure sur les traitements, la médecine de précision et la personnalisation des parcours, des trajectoires dans le cadre de cette maladie. Merci pour votre témoignage, madame. Oui, effectivement, merci madame de témoigner en tant que patiente avec un cancer métastatique et vous me faites une douce transition. J'ai entendu plusieurs fois un médecin dire oui, même la patiente métastatique. Est-ce que on peut se mettre d'accord entre patient et médecin? C'est pas la patiente qui est métastatique, c'est pas la patiente le cancer, c'est bien le cancer. Ça a l'air de rien, mais pour une patiente, en particulier pour les patients avec cancer méta, quand vous nous identifiez, et je sais bien que c'est le docteur qui veut aller vite, je l'entends bien, mais quand vous commencez à nous identifier à la maladie, il me semble que c'est quand même le début de la fin. C'est un bon point. Merci Non, pour mais cette remarque. 3 fois, hein. Au moins 3 fois dans vos vidéos. C'est une super vidéo, mais je me permets quand même de vous faire Vous avez raison. je le fais à tous les médecins parce que on peut pas continuer à associer des êtres humains à une pathologie. Donc, ce petit effort de mettre 2-3 mots de plus, et nous ne sommes pas des métastatiques ou des méta, que sais-je encore. Merci. On est d'accord. C'est un bon point et nous allons faire modifier la vidéo dans ce sens. Merci pour votre remarque. Alors, on avance. Donc on a parlé de l'annonce tout à l'heure, de comment on annonce cette maladie en arrivant dans le milieu du travail, pour ne pas dire dans l'entreprise. Encore une fois, l'entreprise, c'est public et privé. Hein. Gustave Roussy, c'est un établissement privé, mais c'est un hôpital et on appelle ça une entreprise. On travaille dans une entreprise. J'étais à l'assistance publique auparavant, c'est une entreprise, bien que ça soit la fonction publique. De toute façon, vous n'êtes pas la seule, on va s'en occuper. Venez Bertrand. Je suis un peu surpris par cette convocation. Asseyez-vous. Corinne, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour Bertrand. Alors, si je vous ai fait venir dans mon bureau, c'est parce que visiblement, certains collègues se sont plaints de votre travail. Corinne, il y a un problème? J'ai rien contre toi Bertrand, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué en ce moment de travailler avec toi. Et puis apparemment, je ne suis pas la seule à m'en plaindre, c'est ça, hein? Il y a Élise et Tony qui se sont plaints également. Plaint de quoi? De vos problèmes d'absence, pour commencer. Vous avez posé 8 demi-journées d'absence ce mois-ci et 5 rien que la semaine dernière. Oui, et puis du coup, tout le travail en plus que ça génère, c'est moi qui le fais. Et puis j'ai pas que ça à faire. Elles sont toutes justifiées, mes absences. Il s'agit visiblement d'examens médicaux. C'est ça, Bertrand? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade? Tu es fatigué, on voit bien hein, que tu... C'est un Covid long, c'est ça? Mais enfin, Corinne, ça te regarde pas? C'est personnel? Je sais que depuis ta rupture, c'est difficile. Je comprends. Mon mari aussi a eu des problèmes d'addiction. Je ne te juge pas. Addiction de quoi? Mais dès le matin, tu titubes. Je quoi? Bon, je crois qu'on dérive là. Je vous ai pas convoqué pour ça. Elle insinue que je picole. C'est ça, Corinne? Oui. Enfin, non, ce que je veux dire, c'est que tu n'es pas dans ton état normal, quoi. C'est de la paresthésie. De quoi? C'est lié à mon traitement. J'ai plus de sensations dans les pieds, j'ai des décharges électriques, donc d'où ma démarche. Mais donc, tu as un traitement. Donc, tu es malade. Oui. Mais ça te regarde pas, Corinne.
C'est quoi cet entretien? C'est l'Inquisition, c'est ça? Mais le prends pas comme ça, nous on essaye d'aider, c'est tout. Hein. Bon, alors, avant toute chose, je tiens à vous préciser que vous n'êtes pas tenu légalement à nous préciser la nature de vos problèmes personnels, qu'ils soient médicaux ou non. Encore heureux. Par contre, il est de mon devoir de résoudre vos problèmes d'absence et de solutionner la surcharge de travail que cela occasionne sur vos collègues. J'ai toujours fait correctement mon travail. Qu'est-ce qu'il y a, Corinne? T'as un problème? Ah non, je suis pas d'accord, non. Ça fait 2 mois que t'es plus du tout avec nous. T'arrives en retard, t'as du mal à te lever, à t'asseoir, à dire bonjour. Voilà, je t'ai même entendu pleurer aux toilettes la dernière fois. Ah, mais en plus, on m'espionne dans les toilettes. Non, mais c'est le pompon. Excuse-moi, Corinne, j'ai rien contre toi, mais là, tu commences sérieusement à me chauffer. Quoi? Je vous remercie, Corinne. Je pense qu'on va continuer cet entretien tout seul avec Bertrand. Alors ça, c'est... Merci. Alors, ça m'étonne pas du tout. De toute façon, c'est toujours moi qui fais tout. Je fais tout pour les autres, je fais tout pour arranger. Et puis après, ça me retombe toujours dessus, alors. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Je pense qu'elle est à bout, Bertrand, comme pas mal de vos collègues. Vous devez reconnaître que votre travail n'est pas optimal ces temps-ci et que ça a des répercussions sur le leur. Dis n'importe quoi. Mais attends, c'est moi qui suis restée jusqu'à 21h30 hier pour finir ton dossier. Sinon, devant tous les bâtiments de France, on passait tous pour des incompétents. Hein. 21h30, je me suis fait pourrir par mon mec. J'ai une vie, Bertrand. Et elle est aussi importante que la tienne. Ah, elle sera sûrement plus longue que la mienne, t'inquiète pas pour ça. Hein. Quoi? J'ai un cancer, Corinne. Oh merde. Je suis terriblement désolé pour vous, Bertrand. Mais c'est grave? Enfin, c'est un cancer grave? Bon, Corinne, s'il vous plaît, je crois que ça ne nous regarde pas. J'ai 2 tumeurs au poumon et je viens de commencer la chimio. D'accord, c'est pour ça le bob? Oui. Oui, c'est pour ça le bob, je suis en train de perdre mes cheveux. Mais il te reste combien de temps à vivre? Corinne, s'il vous plaît, je vous remercie. Je pense qu'on va continuer cet entretien en tête-à-tête avec Bertrand. Vous pouvez sortir. Puisque tu veux tout savoir, j'ai 54% de chances de survie pour les 5 prochaines années. 54%. C'est bien, c'est plus que la moitié. Corinne, ça suffit. Je pense qu'on va réellement continuer cet entretien tout seul là avec Bertrand. Je me fais opérer lundi. C'est pour ça que j'ai demandé un congé. D'accord. Eh ben, prends le temps que tu voudras. Hein. On va en parler. Merci, Corinne. Et une dernière chose, j'ai pas envie que tout le monde soit au courant. Donc, s'il te plaît, le dis à personne. D'accord. Tu peux compter sur moi, Bertrand. Merci. Au revoir, François. Alors, avant toute chose, tout d'abord, je tiens à m'excuser pour la tournure tout à fait indélicate qu'a pris cet entretien. Vous comprendrez, François, je n'ai pas envie que ça se sache. Donc, j'ai pas envie qu'on me regarde différemment, même si j'ai un cancer. Je comprends. Je suis désolé, vraiment. Est-ce que vous préférez qu'on reprenne cet entretien plus tard? Non, vous voyez, là, vous commencez vous aussi là déjà à me ménager. Non, on vient de crever l'abcès. Allez-y, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Eh ben, la seule question, c'est est-ce que vous êtes vraiment en capacité de travailler? J'ai des petits coups de mou, oui. Mais je suis en capacité de faire mon travail. Et puis, vous savez, c'est important pour moi de travailler. Ça me maintient en vie. Vous comprenez? C'est tout à fait à votre honneur. Écoutez, là, dans l'immédiat, je peux vous proposer un mi-temps thérapeutique. J'appelle la DRH, on met tout ça en place. Non, vous voyez, j'ai pas envie que quelqu'un d'autre soit au courant. Est-ce que vous avez envisagé le télétravail? Mais François, je ne vais pas rester chez moi à regarder le plafond en comptant les jours qui me séparent de mon opération. J'ai besoin de ce travail, vous comprenez? J'ai pas de mots, Bertrand. Et j'admire votre courage. Je vais vous laisser tranquille. Partez tranquille. On va embaucher quelqu'un en soutien et puis voilà. Quelqu'un qui prendra ma place? Non, je vais faire monter quelqu'un du bureau de Limoges. Il va s'occuper de vos dossiers durant le temps de votre congé, mais vous perdez pas votre place. Rassurez-vous, tout ira bien.
puisque vous le dites. Tout ira bien. Merci. Vous voyez qu'on aborde complètement la question du maintien au travail, hein, ce dont on parlait tout à l'heure, puisque la personne vient d'avoir son diagnostic, va rentrer dans le traitement. Il y a cette phrase extrêmement importante, c'est « ça me maintient en vie, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de mon maintien dans la société, dans ce milieu du travail, avec le contact avec les autres. J'ai besoin de ça ». Ça, c'est vraiment le message qu'on essaie de transmettre dans le cadre de cette formation, encore une fois, dans les entreprises, c'est de faire entendre qu'il faut accueillir la personne qui a une maladie, parce qu'elle a besoin, elle aussi, de travailler. Alors oui, il va falloir s'adapter. Et c'est ce qui se passe avec le patron qui va essayer de trouver une solution, faire monter quelqu'un du bureau de Limoges, mais avec cette notion de ne pas prendre la place de « je dois garder ma place, je veux garder ma place, je suis là, je vis avec vous ». Et c'est vraiment ce temps extrêmement important qui fait qu'on doit être capable, encore une fois, d'accueillir ces personnes qui sont malades au sein de la société pour leur permettre de vivre, mais qu'on soit capable de vivre avec. Et ce qu'il faut retenir de cette scène, c'est que, alors j'en ai entendu sourire, parce qu'effectivement, vous dites quelle maladresse, et ils sont fermes, et c'est terrible, mais tout ça, c'est du vécu, et il y a bien pire. On connaît tous des histoires qui sont surréalistes et qui sont lunaires de réactions de managers, de collègues, mais en réalité, ce qui est important, c'est et le message qu'on passe, c'était pour répondre à vous, madame de chez Danone, pardon, je ne sais pas votre nom, mais quand on est manager, on est toujours pris de court, en fait. Parce que l'annonce, là, elle est arrivée de manière fortuite. Il n'avait pas envie de le dire, il s'est senti acculé, il l'a dit. Mais en réalité, le manager, il n'est jamais prêt, c'est jamais le bon moment. Et je pense que le seul conseil qu'on peut donner, c'est effectivement, il a eu 2 phrases qui sont bonnes, mais là, j'ai pas de mots. Et ça, le manager a le droit de dire j'ai pas de mots, je suis pris de court, je m'attendais pas, je suis pardon sur le coup de ce que tu m'annonces. Tu sais quoi, viens, on va prendre un café. En fait, déjà sortir du bureau, sortir du cadre de travail. Viens, on va prendre l'air, on va prendre un café, tu vas me raconter. Et être dans une écoute active, ça permet de prendre le temps d'accuser le coup, en fait, de savoir comment trouver les solutions qui vont être les meilleures pour le collaborateur. Donc sortir, et puis parfois le manager, il peut pas, il a une réunion, il a un codir juste derrière, il peut pas à ce moment-là. Donc il va lui dire, écoute, là j'ai un truc que je peux pas annuler. Dis-moi, est-ce que dans 1 heure, est-ce que dans 2 heures, est-ce qu'on peut se voir ? Il faut qu'on prenne le temps de parler, j'ai besoin que tu me racontes, j'ai besoin que tu me dises comment tu vis tout ça, ça doit être dur. Juste ça, en fait. L'écoute active, c'est le seul conseil, enfin le meilleur conseil à donner, c'est ça. C'est l'écoute active, c'est vraiment être dans... Je vais m'adapter à toi et je ne vais pas t'imposer, en fait. Je vais m'adapter à ce que tu traverses et je vais voir comment je peux t'aider. Et la meilleure phrase du monde pour un manager, c'est « comment je peux t'aider ?» Je voulais raconter mon expérience. Moi, j'ai annoncé à mes collègues, je travaille dans la fonction publique, et je pense qu'il y avait cette période du Covid où on était tous très solidaires. Et quand on m'a annoncé mon cancer du sein, j'ai été complètement désorientée, perdue. Mais je sais que mes collègues, ce soutien aurait été... Donc, je leur ai annoncé, j'ai d'abord annoncé à la directrice, et puis j'ai voulu l'annoncer. Et je pense que c'est ça qui m'a aidée à poursuivre, parce qu'ils étaient tous bienveillants. Mais vraiment tous. Et là, c'était ma force. Et le travail, je me disais non, il n'y a que le travail, mes collègues qui vont m'aider. Il y avait ma famille, je ne dis pas mon mari et ma famille, mais le travail et mes collègues, vraiment, je pense que c'est ça qui m'aide énormément. Merci pour ce témoignage. C'est vrai que c'est quand ça se passe bien, mais parfois, effectivement, c'est moins un long fleuve tranquille. Merci. Alors, dans la vidéo... oui, tout ce qui s'est dit, c'est des choses effectivement qui se passent. Il y a juste une chose, c'est l'impact aussi psychologique sur les collègues. Ça, c'est extrêmement important. Moi, je l'ai vécu, donc moi, j'ai eu l'annonce de mon cancer, ce qui n'a pas été véritablement une révolution chez moi, parce que je m'y attendais à un moment ou un autre, donc j'ai peut-être pris les choses un petit peu plus facilement. Mais
à la suite de ça, moi, je l'avais annoncé effectivement à mes 2 supérieurs hiérarchiques et à quelques-unes de mes collègues avec qui je travaillais. Je n'ai pas arrêté de travailler et je n'ai pas eu de problème sur le plan professionnel, véritablement dans mon travail ni quoi que ce soit. Par contre, l'une de mes collègues les plus proches m'a dit un jour, faut que tu poses 15 jours de vacances parce que ça me rend malade. Et sur le moment, très naïvement, je lui ai répondu, ne te rends pas malade, j'ai été opérée, je suis suivie, certes, je suis sous chimio, j'aurai après ma radiothérapie, mais bon, on peut penser qu'après, les choses iront bien. Et elle m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a dit, ah non, mais t'as rien compris. Quand je te dis tu me rends malade, c'est tu me rends effectivement malade. Je stresse, je fais de la tension, donc il faut que tu poses des vacances. Bon. C'est à quoi je lui ai répondu que comme je posais déjà des vacances pour ma chimiothérapie, on allait peut-être en garder 8 pour que je puisse partir véritablement en vacances. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que l'impact, là, n'était pas un impact sur le plan professionnel à part entière. C'était véritablement l'image que je renvoyais à l'autre, et pourtant, bon, j'avais une perruque. Bon, il y a plein de gens dans l'entreprise qui ne se sont jamais aperçus que j'étais sous chimio, que j'avais perdu mes cheveux ou quoi que ce soit. Mais je veux dire, le fait de savoir, tout d'un coup, ça l'impactait. Alors peut-être que ça l'a renvoyé à des choses, peut-être que... Voilà, mais ça, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler chez les gens, parce que je veux dire, on peut pas mettre quelqu'un en supplément pour pallier votre manque de travail, mais enfin en tout cas la diminution de votre capacité de travail ou quoi que ce soit, et ça c'est une chose sur laquelle il est difficile d'avoir un impact sur la réaction des gens, parce que psychologiquement ça les atteint et que voilà, et que ça les renvoie peut-être à des choses effectivement personnelles, mais sur lesquelles on n'a aucune emprise. Absolument. Et c'est tout l'enjeu de cette formation, quand on va dans l'entreprise, c'est justement, encore une fois, de pouvoir libérer la parole, de façon à ce que... Non, on apporte juste de l'information sur la maladie cancéreuse. En revanche, le message, c'est, voilà, vous savez ce que c'est que le cancer, parlez-en entre vous. Libérez cette parole, de façon à pouvoir vous préparer, si une personne a une maladie, quand elle arrive, à ce que vous ayez déclenché entre vous des relations solidaires ou pas solidaires, en tout cas, vous préparez à accueillir cette personne qui a une maladie, ou le proche de cette personne qui a une maladie. Parce que c'est ce que disait Perrine tout à l'heure, quand l'annonce se fait, on est pris au dépourvu. C'est un traumatisme évidemment pour la personne qui est malade, mais c'est un traumatisme également pour les autres qui ne s'y attendaient pas et qui doivent réagir avec leurs moyens. Et quand on n'est pas préparé, on réagit éventuellement toujours mal ou pas. Le fait de pouvoir se préparer, le fait de pouvoir avoir discuté entre nous, c'est voilà, si ça arrive un jour dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on va s'organiser entre nous ? Est-ce qu'on est préparé pour suppléer aux différentes absences ? Point de suspension. Après, vous auriez pu proposer à votre collègue de vous donner ces jours de RTT. Ça se fait parfois. C'est un clin d'œil. Ouais. On est aussi surpris par la réaction. C'était une collègue très proche et amie. Bien sûr. Bon, elle n'est pas restée dans mon cercle amical, effectivement. Mais à côté de ça, j'ai aussi des collègues qui ont été très adorables et très présentes. Bon, mes managers... j'ai eu 2 managers auxquels j'ai été obligée de le dire. Je peux vous dire que les managers sont passés à côté de moi pendant plus de 9 mois, sans même poser un regard sur moi, en rasant le sol. Je me suis toujours dit qu'il devait y avoir des choses intéressantes au sol. Mais en tout cas, jamais une seule fois en 9 mois, ils ne m'ont demandé comment j'allais ou quoi que ce soit. Voilà. Bon, après, on passe là-dessus, mais... Parce qu'on a peur. On ne leur donnera pas le prix du meilleur manager. Mais en tout cas, moi, juste pour répondre à la réaction de votre collègue, en effet, avoir un cancer, c'est aussi faire un tri après dans sa vie. Je pense qu'on va à l'essentiel après. On ne s'encombre pas de choses qui ne nous font pas du bien. Enfin, il y a un avant et un après. Je pense que quand je vous le disais, c'est une compétence supplémentaire parce qu'on arrive à faire preuve de plus de discernement. Mais une initiative comme Trajectoire Cancer peut permettre de changer les regards, de changer les réactions. Et moi, je trouve ça assez extraordinaire que vous soyez aussi nombreux et qu'on ouvre cette thématique au grand public. Il était temps, en fait. Et plus on en parlera, plus on libérera la parole, je pense, meilleures seront les réactions. Et plus on aura un accueil positif, constructif. Mais en fait, on réveille tellement de peur. Les gens ont peur. Les gens qui ne sont pas malades, enfin les gens qui sont malades ont peur, mais les gens qui ne sont pas malades ont peur, ils sont terrifiés de cette maladie. Donc nous, de notre côté, avec Gustave Roussy, on fait tous
tout ce qu'on peut pour accélérer, pour que les traitements soient les moins toxiques possibles, pour qu'ils soient plus efficaces, pour qu'on guérisse de plus en plus. On avance vraiment, mais ça commence aussi par parler et puis prononcer le mot. Qu'on vous dise pas, madame, j'ai eu vos résultats, c'est pas bon. Qu'on vous dise, madame, vous avez un cancer, disons-le, parce que plus on le dira, plus... Oui, très rapidement, je voulais donner le point de vue côté collègue, justement. Moi, on m'a diagnostiqué un cancer pendant mon congé maternité, donc j'ai pas pu leur annoncer de vive voix. Et du coup, j'ai demandé je crois que mon patron, c'est la première personne que j'ai appelée en sortant de Gustave Roussy. Et en fait, du coup, je leur ai demandé de l'annoncer à tous mes collègues. Il y a la moitié qui a été hyper présente. Et il y a la moitié qui n'a pris aucune nouvelle alors qu'on travaillait ensemble depuis 5 ans. Et en fait, si je m'étais arrêtée là, je me serais juste dit pourquoi ils n'ont pas pris de nouvelles. Sauf qu'en revenant, je leur ai demandé pourquoi ils n'avaient pas pris de nouvelles. Et ce qui est ressorti, c'est qu'en fait, déjà, ils ne m'avaient pas vue depuis le congé mat. Donc, ils ne savaient pas dans quel état j'étais, la fatigue, etc. Donc, je pense qu'ils s'imaginaient aussi beaucoup de choses. Et au-delà de ça, ils m'ont dit on ne sait pas quelle place doivent avoir les collègues dans la vie de la personne parce que tu as ta famille, tu as tes meilleurs amis, il y a les médecins. Est-ce que tu as envie d'avoir de nos nouvelles? Donc, je pense que c'est un vrai sujet. Parce qu'on peut se dire qu'ils ne prennent pas de nouvelles, mais voilà, ils en ont pris très régulièrement auprès de mes managers. Et c'est juste qu'ils ne savent pas la place qu'ils doivent prendre aussi, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Mais je pense que ça passe. Est-ce que ça passe pas, je vous donne le micro, est-ce que ça passe pas aussi par vous, les patients, de dire, effectivement, vous avez demandé, c'est très bien à vos managers de dire que vous étiez malade, mais du coup de leur dire, moi j'aimerais bien avoir des nouvelles, ou est-ce que je peux vous dire une fois par semaine comment je me sens et si j'ai envie, pas envie? Parce qu'en fait, c'est vrai que personne ne peut le deviner, c'est très personnel, et c'est ça aussi qui rend le... J'arrive vers vous, je passe... Alors, moi, je vais vous raconter un petit peu mon histoire, mais brièvement, parce que ça fait écho, les 2 témoignages des dames qui ont parlé, fait écho, et le film aussi. Alors moi, je suis une jeune femme de 46 ans, je suis encore jeune. J'ai un cancer de la langue. J'ai eu un cancer de la langue l'année dernière. Effectivement, moi, je me suis pris un mur, vraiment à l'annonce du diagnostic, parce que je n'ai aucun facteur de risque. Je fume pas, je bois pas, je n'ai pas de papillomavirus. Je me suis pris vraiment un mur, et ce qui m'a aidé dans mes traitements tout au long de mon parcours, c'est d'avoir communiqué dès le début, en fait, sur ma maladie auprès de mes collègues, parce que j'ai un poste un petit peu particulier. Je suis kiné de formation et je suis responsable pédagogique d'une école de kiné. Donc je me suis dit, je dois, pour moi, je ne pouvais pas partir de mon institut sans dire les raisons. Donc j'ai décidé de parler de ma maladie, et j'ai aussi fait de la prévention aussi auprès de mes étudiants, dans le sens où c'est des futurs professionnels de santé. Et je me suis dit, vous pouvez être confrontés, alors je n'espère pas à titre personnel, mais à travers vos patients, voilà les signes qui peuvent évoquer. Et donc je me suis plutôt placée, effectivement, je suis malade. Oui, j'étais malade, je suis encore, mais je me suis dit, il faut que mon expérience, entre guillemets, que ma maladie serve à témoigner, à faire de la prévention. Voilà, je me suis plutôt placée dans un axe de prévention, et j'ai la chance aussi de travailler pour une grosse entreprise, plutôt une association que je vais citer, la Croix-Rouge, qui a des vraies valeurs. Voilà, et qui tous mes collaborateurs, que ce soit mes collègues très proches ou les formateurs, donc médecins, infirmiers, et j'ai la chance d'avoir un gros panel de soignants dans mes collaborateurs, ont été d'une aide précieuse. Et je me dis, c'est vrai, je vais revenir, je ne serai plus du tout la même, déjà par rapport à ma diction, je ne pourrai pas reprendre ma charge d'enseignante, mais je me dis, c'est aussi... Pour moi, me dire, je reprends, j'ai fait ce que j'avais à faire, et ils verront que même si je parle différemment, je suis capable de reprendre mon poste, et mes étudiants seront contents de me revoir, je pense, comme moi. Et vous parlez parfaitement bien, et merci pour votre témoignage également. Bravo, merci. Oui, on peut vous applaudir. On va prendre, il y a encore 2 interventions, puis bonjour. on va s'arrêter là parce que Bonjour, 3 interventions. Dans votre terminologie, je suis un patient en stade 4, soigné à Pompidou, et je travaille. En fait, j'ai dû affronter un problème assez surprenant que j'ai assez vite identifié, c'est que j'avais l'air trop en forme.
Ah oui, c'est un problème qui arrive assez vite. C'est-à-dire que c'est aussi une question d'attitude. Parce que le cancéreux, il le porte pas tant que ça sur sa tête ou ses cheveux. Donc c'est aussi un peu comment il se comporte qui donne l'impression que c'est grave, pas grave, etc. Et donc, moi, j'ai pris le parti de beaucoup parler, de beaucoup dire les choses. Et après, donc, c'est-à-dire que j'ai beaucoup dit, il y a des choses que je ne dois pas faire, je pourrais les faire, mais il vaut mieux pas que je les fasse, etc. Et après, en termes vraiment pratiques, mais c'est pas idiot de le signaler, après avoir testé 2-3 hypothèses, j'ai opté pour une hypothèse que chez nous on pouvait faire sans problème, ou une hypothèse, je dirais, mainstream, c'est-à-dire que n'importe qui peut faire, il n'y a pas besoin d'être malade pour le faire. J'ai pris un truc assez original, qui est le télétravail le matin. Et là, c'est, je dirais, presque un idéal, faut-il pouvoir le faire, mais où je suis, on peut le faire sans problème. Et donc, le télétravail le matin s'est avéré une solution vraiment bonne, parce que ça gère à la fois, ça me donne un temps de travail très important, et 2, ça me permet de gérer tout un tas de petites pécadilles dont on ne va pas parler, mais qui existent quand on est cancéreux, et qui vraiment sont très faciles à gérer, et sans qu'il n'y ait aucune visibilité pour personne. Voilà. Et merci à votre organisation. Bravo, merci pour ce témoignage. C'est une très bonne idée et c'est ce qu'on fait dans mon équipe, donc merci. Bonjour, je travaille à la Ligue contre le cancer et on a nous aussi des interventions en entreprise pour sensibiliser les collaborateurs et aussi pour les managers. On a une formation pour les managers. Et dans cette formation, on a rajouté un module de développement des savoir-être. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai problème là-dessus et que potentiellement, votre collègue aurait dû en bénéficier. Je pense que ça lui aurait fait beaucoup de bien. Voilà. Je voulais simplement ajouter qu'il y en a pour qui l'annonce de la maladie est encore plus difficile que pour n'importe quel autre malade. Ce sont ceux qui ne peuvent pas s'arrêter de travailler parce qu'ils sont travailleurs indépendants, non salariés, presque pas de protection sociale. C'est une question financière et ils sont 4,2 millions en France, donc plus de 2 millions de micro-entreprises. Et pour eux, il n'y a pas de DRH, il n'y a pas de manager, il n'y a rien de tout ça. Parfois, la porte, c'est la précarité. Et donc, ceux-là, ce sont les grands oubliés. Et c'est pour ça que nous travaillons sur eux depuis le plan cancer numéro 2, avec les associations CARE. Mais les salariés, ils peuvent avoir des difficultés, les managers aussi, mais ils ont, même si c'est en train d'être réduit, il faut le savoir, ils ont quand même une garantie financière qui ne vont pas se retrouver à la rue, qui ne vont pas être obligés de ne plus payer leur loyer. Et nous, certains de nos bénéficiaires nous disent, moi, quand ils sont en chimiothérapie, moi, ce qui me tracasse, c'est de savoir comment je vais payer mes factures, savoir si je vais licencier mon apprenti, savoir si je vais garder mes petits contrats. Et cela, personne n'en parle. Malheureusement, ils ne sont pas très bien représentés, et pourtant ils sont nombreux et ils existent. Moi, j'étais dans ce cas-là. J'allais faire mes traitements entre midi et 2, quand c'était possible. J'ai fait mes chirurgies pendant les vacances, et j'ai repris dès que j'ai pu. Heureusement, j'avais une petite équipe qui m'a soutenue. Mais je voudrais qu'on pense aussi que les salariés, tout en étant malades, dans un pays comme le nôtre, et malgré toutes les difficultés que nous connaissons qu'ils peuvent avoir, ont quand même encore, et il faut le garder, une relative protection matérielle que tout le monde n'a pas. C'est tout à fait juste. Merci de ce rappel. Alors, cette formation est censée durer 1 heure. On n'a fait que la moitié, donc c'est un peu frustrant. Mais comme on doit libérer la salle pour la formation suivante, vous allez rester peut-être sur votre faim. Je suis absolument désolée. Comment tu veux qu'on fasse pour... Je pense qu'on va arrêter. Vous l'aurez compris, c'est... On peut continuer encore un peu parce qu'on n'a pas du tout fini. Ouais.
On a Anne Bergogneau qu'on peut applaudir parce beaucoup, que elle est 10 minutes. Ok, alors on va passer. On a une partie sur les traitements où on explique ce que sont les traitements, on explique pourquoi parfois il faut avoir des temps de repos quand on veut rester au travail ou pourquoi on s'arrête complètement pendant toute la durée du traitement. On explique qu'il y a des traitements oraux qui peuvent se prendre, que ce soit l'hormonothérapie, que ce soit des thérapies ciblées, que ce soit des chimiothérapies. On explique le contexte de la chirurgie, on explique le contexte de l'immunothérapie qui fait qu'aujourd'hui le vécu du traitement contre le cancer est beaucoup mieux toléré, même s'il y a malgré tout des effets indésirables, mais qui peuvent nécessiter dans tous les cas une adaptation. Bref, on aborde ces traitements avec, encore une fois, dans le milieu de l'entreprise, avec des personnes qui ne sont pas forcément au contact de la maladie. Ce n'est pas le cas de beaucoup de personnes dans l'assistance. Et merci pour tous vos témoignages parce qu'ils sont extrêmement précieux. Mais vous l'aurez compris, encore une fois, notre formation s'adresse au milieu de l'entreprise, pour sensibiliser les uns et les autres. Et dans votre situation, il y a un certain nombre de messages qui correspondent à votre vécu et forcément résonnent un petit peu différent. Donc c'est vraiment, il faut vraiment que vous l'entendiez comme étant un pitch, comme on dit, sur ce qu'on essaye de proposer pour sensibiliser les uns et les autres. Après, madame, vous avez complètement raison sur les libéraux, mais encore une fois, vous entendez. Nous, on a un discours, Gustave Roussy, on connaît la maladie cancéreuse, on est expert de la maladie cancéreuse, on explique la maladie cancéreuse. Notre mission n'est pas de dire, nous, on sait ce qu'il faut pour retourner au travail. Pour ça, on a des équipes à Gustave Roussy de services sociaux qui accompagnent les patients. On a toute une équipe de professionnels qui les accompagnent et des bénévoles. Et puis, il y a des associations qui également travaillent spécifiquement sur cette question pour répondre à des attentes. Et c'est l'objet notamment sur les libéraux. C'était très fort pour nous parce que c'est vrai que cette formation, comme le disait Florian, on le fait plutôt auprès de hauts managers. Alors il y en a parmi vous, on peut être d'ailleurs tout. Il y a un petit sujet, je voudrais juste parler des aidants parce que on a fait des statistiques et les aidants, alors il y en a peut-être que ça va choquer, il semble que ce soit plus difficile d'être aidant que patient. Et pourtant c'est dur d'être un patient. Mais il faut penser aux aidants parce qu'ils jouent un rôle extraordinaire. Alors moi j'ai été les deux, donc je peux comparer, mais ça c'est mon histoire personnelle. C'est très difficile d'être un aidant, il faut que vous l'entendiez, parce que on n'a pas le droit de se plaindre quand on est un aidant. Et il y en a dans les entreprises, il y en a, voilà, vous en avez autour de vous. On ne peut pas se plaindre, on ne peut pas aller mal, on doit être fort. On encaisse parce que notre proche, il fait bonne figure devant les autres, mais devant nous, il craque. Et c'est normal, on est là pour ça. Mais du coup, c'est la double tâche parce que lui, sa vie continue, et il doit bosser, il doit tenir la maison, éventuellement s'occuper des enfants, enfin lui ou elle. Et il ne peut pas se plaindre, il n'a pas le droit de se plaindre en fait. Et c'est super dur, c'est super dur. Donc juste penser leur rôle dans l'entreprise est aussi impacté en fait par ce qu'ils traversent et c'est pas neutre. Et aujourd'hui, si on devait vous laisser quelques points clés à retenir, il y a évidemment la question de la prévention, de la manière dont on vit. Florian, c'est quoi tes conseils ? Sur la prévention ? Ouais. Alors là, en sortant tout à l'heure, n'allez pas boire une bière au bar. Ce soir, ne fêtez pas l'arrivée de l'été ou du printemps. C'est attention aux UV, attention à une alimentation, une vie qui soit pas forcément totalement esthète, mais qui soit une vie équilibrée, dans laquelle on évite au maximum d'avoir des facteurs de risque, des facteurs exogènes du cancer qui apparaissent. Et puis, faites-vous dépister. Pour ceux qui n'ont pas eu cette maladie, ça c'est le message dans l'entreprise. Ça c'est le message de madame, vous dites, vous avez un rôle d'information et de sensibilisation, c'est important, les Français sont nuls en dépistage, on est mauvais, on est les mauvais élèves de l'Europe. Je vais vous donner la parole. Et notamment sur les cancers colorectaux, c'est tragique, alors, surtout les hommes, pardon, aux hommes qui sont dans la salle. Les hommes sont plus mauvais que les femmes parce que l'idée de faire popo dans une enveloppe, ça les dérange, mais on a envie de leur dire avoir un anus artificiel, c'est encore un peu moins marrant. Donc en fait, faites passer le message autour de vous, soyez ambassadeurs du dépistage, c'est vraiment important que les gens se saisissent. Il y a des cancers, c'est tellement rien quand ils sont pris au début que c'est tellement bête d'être dans le déni. Mon message principal serait de vous remercier d'être là aujourd'hui, d'être là à nos côtés, parce que si on se bat en tant que professionnel, c'est pour vous, c'est avec vous,
Et le fait que vous puissiez relayer effectivement ces messages qu'on a essayé de passer, c'est absolument essentiel de façon à ce qu'on puisse guérir le cancer au XXIe siècle. Et quand je dis guérir le cancer, c'est pas juste guérir la maladie, c'est guérir la vision des patients atteints de maladies cancéreuses et qui puissent retrouver leur place dans cette société dans laquelle ils vivent et dans laquelle on vit tous ensemble. Un petit mot pour rebondir sur les aidants. On parle toujours des associations pour les patients, mais du coup, il existe des associations pour les aidants, des maisons du répit. Donc, c'est pareil, c'est diffuser l'information, parce qu'effectivement, l'aidant ne peut jamais se plaindre, n'ose pas se plaindre. Donc, c'est important de connaître tout ça aussi, et de leur dire qu'il y a des solutions, et qu'il faut oser, et qu'ils ont le droit de ne pas aller bien. Et puis peut-être un dernier petit mot, c'est une rencontre qu'on a eue lors d'une des formations dans des entreprises. C'est un monsieur qui a changé d'entreprise, justement parce qu'il a vu un diagnostic de cancer dans son ancienne société, et il s'est renseigné, il a voulu changer parce que l'accueil se faisait pas dans de bonnes conditions. Il a voulu se renseigner et il s'est renseigné sur une société qui justement suivait cette formation. Il s'est dit, ah tiens, c'est intéressant comme approche, je vais peut-être aller les voir. Et il a changé de travail, il a été embauché dans cette nouvelle société, justement parce qu'il y avait cette approche particulière vis-à-vis de la maladie cancéreuse, vis-à-vis des patients qui avaient cette maladie, avec un accueil tout à fait adapté. Donc encore une fois, le message de cette formation est extrêmement important. Ça peut être une force pour l'entreprise d'avoir des personnes malades, ça peut être une force pour une personne malade ou qui a été malade d'avoir vécu ce passage, comme tu le disais. Ouais. Et une dernière chose, il y a une entreprise qui a fait quelque chose que je trouve une très bonne idée, vous pouvez en parler autour de vous. Elle a créé un club, on appelle une association en tout cas, de personnes qui dans l'entreprise avaient eu un cancer, de manière à avoir un endroit privilégié auquel les collaborateurs, quand ils étaient diagnostiqués ou quand ils étaient aidants d'une personne qui venait d'être diagnostiquée, pouvaient aller les solliciter pour parler, pour savoir comprendre par quoi ils allaient passer. Et cette entraide au sein de l'entreprise, elle fait des preuves, enfin ça marche hyper bien, donc je trouve que c'est une bonne idée. On cherche aussi à recueillir les bonnes idées, à diffuser les bonnes pratiques quand elles sont lancées. Vous vouliez dire quelque chose ? Hélène Bonnet. Voilà. J'ai juste une question. La formation que vous faites auprès des managers, est-ce que c'est vous qui démarchez les managers ou est-ce que c'est les managers qui viennent vous trouver ? Les deux, mon capitaine. Les deux, et c'est pas notre métier, hein, Gustave Roussy. On fait de la formation, mais aux médecins et aux infirmières sur les techniques, les traitements, les innovations thérapeutiques. Mais en fait, on s'est rendu compte que, voilà, même chez nous, c'était un sujet. Même chez nous, les collaborateurs avaient du mal à le dire et qu'il fallait qu'on commence par chez nous. Et qu'il y avait aussi beaucoup d'idées reçues sur le cancer. Et beaucoup de gens ne comprennent pas bien ce que c'est que cette maladie et ce qu'impliquent les traitements. Alors, je suis désolée parce que vous avez arrêté le passage sur les traitements, mais peut-être qu'on s'arrangera avec Anne et Oriane pour que vous ayez accès à la vidéo qui explique bien quels traitements vont empêcher ou non le maintien dans l'emploi, comment est-ce qu'on peut continuer à travailler, qu'est-ce que ça implique comme absence ou pas. Enfin, c'est important de comprendre que les traitements évoluent tellement vite qu'aujourd'hui, il y a en effet, dans beaucoup de cas, la possibilité de continuer à travailler, mais il faut respecter la volonté du collaborateur et il faut surtout, s'il ne veut pas le dire, il a le droit de ne pas le dire. Je voulais dire, moi, je n'ai pas de traitement. J'ai eu 3 interventions, mais il y a des effets secondaires. Merci beaucoup pour merci à tous. votre attention. Et n'hésitez pas à faire savoir autour de cette formation